Alors on a la chance d'accueillir, je vais faire dans l'ordre, Julien Lavergne, qui est dirigeant et fondateur d'AZ Prod. Ouais, vous pouvez. Merci. La claque. Nous avons Franck Fumolo, qui est le coprésident de Terre du Son. Voilà. Si vous êtes là, c'est grâce à lui. Salim Jawad, alors là, accrochez-vous, il est Global Head of Creative Innovation pour Believe, qui est une maison de disques et de distribution musicale. Il va vous expliquer ce que c'est son métier. Et Jérémy Bénichou, qui est le fondateur de Wim Therapy, qui est un musicien qui compose en grande partie avec l'IA. Voilà, tu nous expliqueras un peu plus. Et qui vient nous les expliquer la vision de l'artiste aussi sur l'évolution de cette façon de vivre la musique. Alors, vous êtes tous des experts de la rencontre entre l'artiste et le public, et on a même la chance d'avoir un artiste. Est-ce que chacun d'entre vous, pour commencer, peut nous expliquer un peu son métier ? On va commencer par toi, Julien. C'est quoi un producteur de concert ? On est parti pour 1 heure, non, pour décrire. Producteur, alors déjà moi je suis producteur local de concerts et spectacles. Le producteur local, c'est un intermédiaire avec le producteur qui va générer, qui va investir sur la création, qui va accompagner l'artiste ou le spectacle sur une tournée française ou mondiale. Il va prendre des gens comme moi, des relais en région, pour l'aider à organiser sa tournée. Donc on est un intermédiaire entre l'artiste et son producteur et le public. Je dirais qu'un producteur, avant tout, c'est la personne qui va croire au potentiel d'un artiste ou d'un spectacle. Alors dans un artiste, il va croire à son potentiel, son dynamisme, sa force de création. Il va surtout investir financièrement pour l'aider et l'accompagner à créer, à sortir le premier show live et le développer sur toute sa carrière. Quand on est dans des esthétiques plus de spectacle type comédie musicale, il va monter une équipe artistique complète, faire un cast pour recruter des comédiens, un metteur en scène, un designer lumière, etc. Mais de la même façon, il va investir massivement financièrement pour que ça parte sur la route. Donc voilà, un producteur, si on doit le résumer en 2 mots, c'est l'entité, la personne qui va investir financièrement. Vous voyez, je parle déjà d'argent, parce que la musique et le spectacle et live, c'est une industrie, et que l'argent est très lié à cette industrie-là. Merci. Franck, un organisateur de festival, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? C'est à part inviter les artistes, vous collez des affiches et c'est bon ? Ouais, quasi. Non, l'organisateur, c'est effectivement celui qui est l'opérateur lui-même. Alors pour l'assaut, si notre thème là c'est les festivals, évidemment on pense à Terre du Son. Pour notre association, on gère aussi une salle de concert, le Temps Machine à Tours, autour des musiques actuelles, qui est aussi dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que nous, on organise, on est opérateur, programmateur, et évidemment donc on fait appel aux producteurs. Merci. Salim, qu'est-ce que c'est Believe ? À quoi ça sert ? Vous êtes une maison de disques, vous distribuez. Pourquoi c'est différent ? Pourquoi vous êtes nouveau dans l'industrie ? Enfin, nouveau, quelques années. Mais pourquoi on vous connaît si peu et que vous avez un rôle si important ? Alors bonsoir tout le monde. Alors Believe, en effet, c'est le 4e acteur de la musique dans le monde. Donc on connaît les premières qui sont les majors. Et Believe, en fait, est un distributeur. C'est-à-dire que la major va avoir un contrat avec l'artiste qui va être plus ou moins différent d'une autre. Et si je caricature un petit peu la chose, ils vont prendre un artiste, ils vont pas forcément le façonner, mais ils vont lui donner des directives. Nous, on va attendre que la musique soit réalisée pour la distribuer dans les tuyaux. Mais bien sûr, aujourd'hui, on se développe et on propose des services qui se rapprochent de ceux des majors, à savoir plus d'accompagnement marketing, sur du media buying et aussi sur du live. Tu peux nous citer quelques artistes que vous accompagnez ? Alors, il y en a énormément. Dans les plus gros, en France, il y a Jul. Après, on accompagne aussi beaucoup d'artistes dans le métal avec le label Nuclear Blast. Et il y a aussi beaucoup de classiques et de jazz avec le label Naïve, donc de Wally Seckbé jusqu'à, on a le catalogue de Vivaldi aussi. Donc des artistes actuels, d'autres moins, et des vivants, d'autres non. Et dans différents styles, donc c'est génial aussi parce qu'on peut travailler à l'international sur différents styles. Et moi qui m'occupe de la créativité, c'est une aubaine. Merci. Jérémy, un petit mot sur Bonsoir l'approche. Être artiste, je pense que chaque artiste pourra vous donner une définition différente. Pour moi, je dirais peut-être faire un peu l'interface entre une sorte de monde parallèle et le reste du monde, essayer de présenter quelque chose. Et puis, je pense que c'est bien beau de faire cette interface, mais c'est encore mieux quand on est apte à la montrer aux gens. Et donc c'est pour ça que toutes les personnes ici présentes, c'est très pratique de vous avoir.
c'est bon. Bon, alors on rentre dans le vif du sujet. Si on reprend un peu l'histoire de la musique, on a eu d'abord du live, hein, les premières personnes jouaient de la musique en public, on a eu ensuite le disque, on a eu la radio, et puis les nouveaux supports, le digital, le streaming. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'on on a la sensation qu'on achète de moins en moins de musique, hein, en tout cas de supports physiques sur la musique, de disques, de choses comme ça, et on va de plus en plus de concerts. À vos différents niveaux, comment vous avez vécu ces dernières années avec cette transformation complète de ce qu'est l'industrie musicale et de la façon finalement dont on consomme la musique. On ne sait pas si c'est nous, si c'est le public qui l'a décidé ou si c'est vous qui l'avez mis en œuvre, mais on a vu cette transformation. Est-ce que vous avez des éléments à nous partager ? Bon, allez, je vais me lancer. En tant que nous, organisateurs, quelque part, si je caricature également, on est le dernier maillon, le client, puisque c'est nous qui devons travailler un projet, construire un projet, le nôtre, et puis du coup faire appel à l'industrie pour le proposer. Il est évident que ça a fortement évolué depuis une bonne vingtaine d'années, que la diminution du disque et le succès du live ont fait que le spectacle vivant, ce qu'on appelle le spectacle vivant, comme on retrouve ici à Terre du Son, a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc c'est vrai que les interlocuteurs ont aussi beaucoup changé. Et pour les gens qui pourraient croire, par exemple, que nous, un festival comme Terre du Son, on a envie d'un artiste, on fait son petit 06 et on voit s'il a envie de venir ou pas. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça fait un moment, hein, mais là, du coup, plus du tout, puisqu'il faut faire appel à des intermédiaires qui nous proposent ou pas, qui proposent à l'artiste, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment des fois, en tant que du spectateur à l'organisateur, qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre les deux et que du coup il n'y a pas forcément cette liberté, et donc ça peut questionner sur est-ce que c'est l'artistique qui passe avant, est-ce que c'est, alors je vais aller loin comme ça, ce sera lancé dès le début, mais est-ce que c'est le marketing qui finalement nous en tant que chacun chez nous à la maison on est un peu bercé par quelque chose parce que c'est un peu marketé, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'au final c'est vraiment une œuvre artistique qui nous plaît. Voilà, c'est des questionnements qu'on peut avoir vraiment en ce moment. Et ça s'est transformé sur les 20 dernières années. Vous avez senti que le pouvoir partait de chez vous pour aller sur d'autres éléments. Ouais, beaucoup depuis 10 ans quand même. Enfin, je vous laisserai beaucoup depuis 10 ans. Et puis, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, mais je crois qu'il y a le Covid qui est passé par là. Donc, en plus, ça a un peu encore redistribué les cartes par rapport aux internationaux, par rapport alors ça, c'est pas le Covid, mais par rapport aux grandes structures internationales qui se positionnent, et on est beaucoup moins dans ce domaine-là, dans le local, que sur un projet international où on se positionne. Terre du Son, honnêtement, on reste un petit festival, donc moins, mais on se positionne beaucoup plus comme qu'est-ce qui va être présenté en France, en Allemagne, dans les pays de l'Est, de plus en plus maintenant, etc., plutôt que qu'est-ce qu'on va avoir en Indre-et-Loire. Tu confirmes, Julien ? Ouais, on parle d'il y a 20 ans, je pense que si la bascule, c'est la crise du disque. En fait, avant la crise du disque, l'intermédiaire en fait, qui avait le pouvoir chez l'artiste, bon, c'est son manager, son agent, son manager, mais c'est la maison de disque en fait. La tournée n'était qu'un support pour vendre du disque. Un artiste qui partait en tournée était très peu payé. C'était pas vraiment un sujet en fait, on devait aller en tournée pour promouvoir. D'ailleurs, les maisons de disques à l'époque, on avait ce qu'on appelait les tours support, c'est-à-dire que la maison de disques participait financièrement faiblement, mais participer financièrement, payer les affiches, payer tout un tas de choses en fait, pour que l'artiste sur ton développement puisse tourner dans différents lieux. C'était de la promo uniquement. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. Les dernières études, qui datent d'il y a 2-3 ans avant le Covid, montraient qu'un artiste, alors plutôt des gros artistes, des artistes internationaux, quand ils gagnent 1 euro sur le disque, ils en gagnent 9 sur le live. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant, j'ai pas les chiffres à l'inverse avant qu'il y ait la crise du disque, mais on voit que le live et la tournée est une ressource financière non négligeable pour un artiste. Alors du coup, forcément, en question pour Salim, de l'autre côté, du côté de la maison disque, de la plateforme de distribution, comment vous avez vécu ces dernières années de transformation? Finalement, on va se dire, mais c'est quoi votre rôle si aujourd'hui c'est dans le live que l'industrie musicale se fait, que les artistes vont investir? C'est pas totalement ce que j'ai dit, hein. C'était juste un prémix de dire il y a 20 ans, la crise du disque. Après, il faut qu'on en reparle. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit avant.
Et je pense que ce qui a beaucoup évolué, après je reviendrai sur le point Fabien, c'est la relation avec les fans qui, avec les réseaux sociaux, tout cette ère du digital, s'est amplifié et il y a quelque chose de plus intimiste. Et je pense que aussi c'est pour ça, au-delà du Covid et de tout ce que ça a amené dans l'envie de retourner sur les concerts, avant, il y avait déjà quelque chose de plus intime entre la relation fan-artiste. Et du coup, les gens ont peut-être aussi eu plus envie de soutenir leurs artistes en participant en live. Nous, on a vu qu'il y avait aussi une explosion de l'achat de merchandising. Le vinyle, qui est un support, qui n'est pas forcément un support d'écoute, mais plus de collection finalement, a aussi explosé. Et nous, en tant que distributeur, en tout cas, le fondateur de Believe a eu un peu le nez creux à l'époque, parce qu'il voyait justement que les modes de consommation étaient en train de changer. Il y a une transition qui s'opérait sur le digital, et il a profité justement aussi de la crise du disque pour grappiller un peu plus d'artistes et les emmener dans cette aventure. Et finalement, ça lui a permis aussi aujourd'hui d'avoir une assise et de comprendre peut-être mieux le digital que certains autres acteurs, même si l'écart aujourd'hui s'est vraiment réduit. Et c'est en ce sens que je pense que la consommation de musique aussi a beaucoup évolué. Crise du disque, beaucoup plus de digital. Et l'accessibilité est devenue aussi beaucoup plus large. Avant, on payait un CD 10 €. Maintenant, on paye un abonnement Spotify 10 balles et on a accès à un catalogue incroyable. Donc voilà, après sur le live, j'ai pas tant un point de vue, je pense, légitime. Mais en tant que participant, moi j'ai toujours aimé le live, donc longue vie au live, même si c'était pas la question. Alors justement, concrètement, tu parlais de Jul tout à l'heure. Est-ce qu'il y a 20 ans, il aurait pu percer de la même manière, être d'une certaine manière aussi indépendant ? Alors déjà, oui, il y a aussi ce mood de l'indépendance qui aujourd'hui, parce qu'il y a une connaissance de la musique qui devient, les gens connaissent de mieux en mieux, les artistes essayent de creuser, ils veulent avoir leur boîte de publishing, ils veulent juste chercher une distrib à la limite pour les aider, mais ils veulent plus signer, pour la plupart en tout cas, de gros contrats avec des grosses majors où ils vont avoir finalement peu de revenus sur ce qu'ils vont faire, que ce soit de la vente de disques, du streaming ou même potentiellement du live, pour être un peu plus indépendant, avec plus d'autonomie. Après, Jul, alors musicalement, je pense pas que il y a 20 ans ça aurait marché au niveau des sonorités, hélas. Mais cependant, après... Plus au niveau de la démarche. Ouais, l'authenticité, je pense qu'elle a toujours été valorisée sur certains artistes. Après, c'est juste que j'ai l'impression que le monde de la musique était aussi beaucoup plus fermé par les maisons de disques à une certaine époque. Et c'était dur de se faire une place. Donc aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple en tout cas. Parce que même l'accès à la musique, tout le monde peut faire de la musique de chez soi. Où avant, il était beaucoup plus difficile d'avoir accès à un studio, ce genre de choses-là. Jérémy, qu'est-ce que en tant qu'artiste? Eh ben, je rejoins quand même beaucoup ce que j'entends, tu vois, mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 20 ans en arrière, le rôle du label était, genre, par exemple, primordial dans le développement d'un projet. Aucun projet pouvait vraiment devenir gros sans passer par une maison de disques, une maison d'édition. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec le stream, quelqu'un dans sa chambre peut commencer à faire le tour du monde, peut commencer à intéresser du monde, fédérer une équipe qui ne sera pas forcément un label, qui peut être constitué d'indépendants. Et donc, je trouve qu'il y a une espèce de beauté dans cette évolution parce que ça a rendu, on va dire, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le succès, beaucoup plus accessible. Il n'y avait plus besoin de passer par un réseau, il y avait juste besoin d'être un peu malin dans ce qu'on venait proposer. Et du coup, là, une sorte de prime au talent. Tu as du talent, tu composes, tu peux réussir. C'est pas tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, où il y avait un poids du marketing aussi, qu'il fallait pousser. Si tu peux diffuser en stream, mais par contre, si tu veux aller en live, là, il faut que tu aies une machine. Derrière, il faut que tu sois accompagné par En la effet, production. parce que, comme on disait, la musique est devenue beaucoup plus accessible, donc il y a beaucoup plus d'artistes entre guillemets sur le marché de la musique. Et du coup, le marketing, alors je suis pas pour toutes les parts de marketing, justement, je préfère les choses qui font sens et qui ont du sens. Et ça permet juste de sortir un peu de ce marasme et d'essayer de se montrer et de se mettre en valeur, quoi. Donc aujourd'hui, il est plus facile de distribuer de la musique et d'en créer soi-même. Cependant, tout le monde n'a pas l'expertise des réseaux sociaux pour se mettre en avant au mieux. Je pense qu'il faut pas dire oui à tout, mais il faut savoir jouer avec l'écosystème dans lequel on évolue aujourd'hui. Julien, quand toi tu décides de miser sur un artiste ou en tout cas de le développer localement ou d'aller en chercher, parce que je crois que tu es allé en chercher aussi quelques-uns, sur comment tu travailles, tu vas sur les plateformes, tu regardes ce qui tu fais, tu vas voir des concerts, Non, moi je travaille avec des producteurs, le producteur générateur, soit qui a signé l'artiste pour sa carrière sur le live. Je travaille à 90% avec tous les producteurs en France sur ma zone géographique qui est à peu près la région centre et Grand Ouest. Et je suis un accompagnateur en fait. C'est-à-dire que quand un producteur a décidé de miser sur un artiste, il m'appelle et il me dit voilà, il me présente le projet.
si j'y crois ou si j'y crois pas, c'est pas vraiment le sujet en fait. Le sujet, c'est qu'il attende que j'y crois et que je mette les moyens pour l'accompagner et que ça fonctionne. Voilà. Après, mon regard artistique sur le projet, je l'ai évidemment, mais j'ai pas un regard artistique dans mes choix en fait. J'ai plutôt du partenariat, du partenariat où on fait confiance à des gens qui ont été chercher différents artistes et qui ont réussi à les emmener le plus haut. Merci. Ouais, juste pour revenir un peu justement à ce que tu disais, pour moi c'est carrément complémentaire. C'est-à-dire que je rejoins également ce que tu dis, c'est-à-dire que l'accès à la musique, donc à la diffusion par les réseaux sociaux, les plateformes, etc., le coût, tout ce que tu disais, qui est quand même beaucoup moins cher, est largement facilité évidemment depuis un paquet d'années et ça se développe de plus en plus. Après c'est dans le cadre du spectacle vivant où tu dois forcément rentrer dans quelque chose, c'est-à-dire que ce soit une tournée, ça se prépare, une tournée ça coûte beaucoup d'argent. Une tournée c'est vu avec l'artiste évidemment, l'artiste heureusement il contribue pour beaucoup, mais une fois qu'il a préparé c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de montage, tous les moyens, et puis après c'est un choix qui est fait par l'artiste et ça va boîte de prod sur qu'est-ce que l'on veut comme tournée. On le voit tous, vous vous en rendez compte. Est-ce qu'on va tourner partout cet été? J'invente là, mais enfin j'invente aussi. On a des noms. Est-ce que je veux distiller quelque chose? Tiens, on va aussi donner des noms. Est-ce que je veux ne pas être présent pendant 10 ans, puis tous les 10 ans faire des stades de France? On a des noms. Voilà, en fait, après, c'est un choix et une stratégie qui va derrière. Et donc là, forcément, on doit travailler sur quelque chose, parce qu'il y a des enjeux financiers qui deviennent, pour le coup, très importants. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment complémentaire, dans le sens, sauf que c'est pas tout à fait la même chose, après, entre je fais ma musique et je vais la diffuser en live. Tu veux... Non, c'est bon. Tu veux... Bon, on a fait l'état des lieux, on essaye de se projeter un petit peu sur demain, sur à quoi pourrait ressembler le live. Alors en préparant cette conférence, avec nos regards un peu naïfs, on s'est dit mais finalement si tu prends un film, une vidéo du Woodstock il y a 50 ans, les gens venaient en voiture, buvaient de la bière, écoutaient de la musique, dormaient dans un champ, on n'est pas très loin de Terre du Son. Alors avec nos regards, on se dit y a pas grand. Finalement, le live depuis 50 ans, ça n'a pas changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La pluie. Oui et non. Je commence. Si on fait un parallèle avec le sport, par exemple, sport de haut niveau de compétition, le football, ça peut être le rugby ou le tennis ou ce qu'on veut. Le football dans les années 60 et le football d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? On va dire globalement oui, c'est 12 mecs avec des chaussettes hautes et des crampons qui jouent au foot 12 contre 12. Finalement, le foot a énormément, je suis pas fan de foot, mais le foot a énormément changé entre les années 60 et aujourd'hui. Les équipes féminines, par exemple, sur la féminisation du sport, par exemple dans le foot, c'est une vraie évolution. Donc voilà, le petit parallèle sur le sport pour dire est-ce que ça a changé, pas changé. Non, là-bas, ça n'a pas changé. C'est des artistes qui montent sur scène et du public qui viennent écouter et passer un moment d'émotion et d'échange et applaudir. Quand on rentre un peu plus dans le détail, ça a énormément évolué. Le Woodstock d'aujourd'hui, il serait impossible à organiser. On n'organiserait pas Woodstock aujourd'hui. Alors, les moyens, la sécurité, l'accueil du public, l'exigence du public. Aujourd'hui, un public, je parle pour toi, Franck, mais un festivalier, il est en attente de énormément de choses. C'est pas juste des concerts, des artistes sur scène. On le voit ici, c'est un éco-village, c'est des sanitaires, c'est un camping, c'est des navettes, c'est tout un tas de choses. La liste est longue pour faire un vrai festival. Le succès de Terre du Son cette année, mais c'est parce que ça fait des années qu'ils ont cultivé cette image-là et ils répondent à une demande des festivaliers, du public qui viennent tous les ans. Donc oui, pour moi, on n'est plus du tout dans le même monde, du tout. Ça n'a plus rien à voir. Alors, justement, Franck, il y a encore 20 ans, les différents festivals pouvaient se démarquer par la programmation. C'était vraiment ce qui était mis le plus en avant. Il y a un peu moins de 10 ans, c'était plus avoir l'exclusivité en France ou sur une partie du territoire. Et on voit que maintenant, de plus en plus de festivals essayent de mettre un petit peu de supplément d'âme, ça veut dire de se démarquer. Donc, est-ce que tu peux parler du choix de Terre du Son et de ce qui s'est fait déjà il y a 20 ans et les différentes évolutions depuis ces dernières années? Je rejoins ce qu'a dit Julien à ma place, donc c'est très bien. Non, quand je dis à ma place, ça veut dire du coup comme ça, j'ai plus à le dire. Mais il y a des choses qui n'ont pas évolué, quand même, effectivement, qui sont pour moi du l'ordre, par exemple, parce que ça marchait, ça marche, c'était dans un commerce, etc. Je sais pas si on en parle à l'autre, mais c'est un truc qui me travaille, c'est l'expérience vraiment de... Alors,
l'expérience, par exemple, de vivre le concert, le son, la diffusion du son, tout ça, la technologie a vachement évolué, hein, mais le concept n'a pas vraiment évolué parce que ça marchait. Donc voilà, mais qu'il n'y ait pas une autre manière de vivre la part musicale, je me dis, on n'a quand même pas beaucoup évolué dans le concept. Après, pour revenir plus directement à ta question, nous, c'est de pouvoir proposer, de ne pas simplement venir voir des artistes et des concerts et de pouvoir faire tout un tas d'autres choses autour. Donc c'est des lieux de sensibilisation, les événements, parce qu'on y vient pour voir des artistes. Et pourquoi pas prendre le temps de regarder autre chose, de découvrir d'autres styles artistiques, de découvrir des... Alors nous, on avait évidemment cette réflexion sur le développement durable, mais de se dire, ah ouais, tiens, c'est intéressant ce que j'ai vu là, etc. Le côté aussi... de discuter, tout simplement, de se poser sur le côté, je ne connais pas quelqu'un, mais je vais discuter. Donc c'est tout ça qu'on essaie depuis un moment, et ce qu'on a appelé, nous, depuis longtemps, c'est vraiment l'ambiance, l'esprit du festival qu'on va retrouver, au-delà simplement d'avoir une super prog, d'être bien organisé si possible, enfin, c'est ce que veut tout le monde. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir proposer autour pour se dire, allez, j'y vais, et je vais voir, et puis il y a des choses qui me plaisent moins, il y a des choses qui me plaisent plus, il y a des choses j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu, il y a des choses au contraire, ça m'a... Voilà. C'est un peu ça ce qu'on essaie de développer au fur et à mesure. Et justement, si on dépasse l'aspect financier, est-ce qu'il y a des artistes qui sont justement sensibles, selon toi, à la démarche de Terre du Son ou de différents types de festivals, où on reste sur le cachet Oui. Ouais, honnêtement, on voit que ça vient. Ça a été long. Honnêtement, il y a 10 ans... tu ramais contre une falaise. Je vais prendre des exemples tout bêtes. Hein. Première année qu'on a mis des toilettes sèches aux artistes, on s'en est pris, waouh. La photo d'Angèle sur Instagram. Parce qu'il y avait ce truc de dire c'est revenir en arrière. Et nous, on va vers l'avant, etc. Là, on voit vraiment qu'il y a des changements. On le voit honnêtement parce qu'il y a des artistes qui demandent à venir se balader, et venir voir, etc. Alors, pas 100%, évidemment. Mais on le voit sur des trucs tout bêtes. Hein. Les scènes, les loges sont pas très loin, mais un peu. La plupart des artistes, maintenant, on y va à pied. Ne montez pas dans un bus pour faire 45 mètres. Voilà, mais on voit qu'il y a effectivement cette volonté. Puis nous, on le voit dans l'alimentation, puisque l'on propose des types de menus, et notamment beaucoup orientés, parce que on a le côté végétarien vis-à-vis du climat, etc., mais aussi beaucoup le côté circuit court, valorisation du territoire, etc. Alors si je fais très court, on ne respecte pas les demandes des artistes. Il y a 15 ans, tu te faisais tuer si tu ne respectais pas la demande des artistes. On ne respecte pas. Des fois, ça ne marche pas. Mais honnêtement, il y a 5% qui ne marchent pas, alors qu'avant, c'était l'inverse. Et maintenant, au niveau des plats, des nourritures, de ce qu'on propose, c'est des produits locaux. S'il y a ces deux chefs cuisiniers qui sont là et qui cuisinent pour sortir un peu du côté juste culturel. Et j'y étais ce midi faire un point et on voit que maintenant, ça marche vraiment bien. Justement, si on avance dans le temps, et pour avancer sur le thème de cette table ronde, et dans 20 ans, comment tu vois le festival dans 20 ans ? Je vois le mien, mais... Et le tien ? Non, c'est parce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est à la fois d'utiliser les nouvelles technologies pour aller plus loin, mais tout en renforçant encore le sens du partage, d'être ensemble, de le live, voir de vrais artistes, c'est nul de dire ça, de voir des artistes qui créent des productions artistiques, on va parler, j'imagine, de l'intelligence artificielle, de choses comme ça, carrément, c'est-à-dire que je trouverais ça nul qu'on soit dans un côté conservateur et de dire non, gardons. Mais par contre, il ne faut pas que l'un prenne le dessus sur l'autre et que le festival, ce soit mon festival dans 20 ans. On ne prend pas chacun notre voiture individuellement. On a un collectif d'artisans qui est ici, et on en profite parce qu'on n'a pas le repère de dire, tiens, je vais là parce que c'est une grande marque que je connais sans s'inquiéter d'où ça vient, et puis de pouvoir se dire aussi, ah ouais, c'est classe d'avoir l'artiste que je voulais voir, mais en fait je vais rester aussi. On a vu un peu hier que ça commence un peu à marcher, mais pareil, hein, tu parlais d'Angèle, mais on avait fait des artistes dans les années 2010, c'était un peu le cas hier. Mais dès la fin de l'artiste, on voyait l'autoroute du départ. Hein. Hier, c'était un peu le cas aussi après Chaka Ponk. Mais quand même, il y a bien 5-6 000 personnes qui sont restées. C'est du côté curieux, ne pas gaspiller, mais pas tomber non plus
dans le côté, on est à fond dans ces échanges en ce moment, hein. Faire court, artistes locaux, ne pas se déplacer, etc. Sauf qu'il faut pas la décroissance. Bah, vous n'avez pas eu un... Non, c'était... Ouais. Sur la décroissance, mais on va pas entamer le débat là, mais de quelle manière? C'est-à-dire que si on ne prend que des artistes locaux chez nous, on va vite tourner en rond parce qu'on aura tous vu les mêmes artistes, voilà, etc. Et on attirera moins, et l'économie derrière aussi est menacée. Enfin, c'est une équation qu'on avait essayé de résoudre l'année dernière sur le festival durable, et comment imaginer le festival durable, et l'équation reste encore très compliquée. Ouais, juste le festival durable, on a passé tous maintenant les festivals, hein. Les gobelets, oui, bah ça y est, on a fait. Les toilettes sèches, oui, bah c'est très bien, enfin c'est très bien. Quand on pense festival durable, on pense vraiment plus loin, hein. Toutes les consommations de fluides, on a quasiment plus de groupes électrogènes sur le site. Voilà, c'est des choses de fond qui ne se voient pas forcément. Et là, en Touraine, on vient de se signer ensemble au festival au Car, qui était début juin, une charte. Ben, la charte, c'est pour la forme et pour dire, allez, il n'y a plus de gobelets de festival. On met tous nos gobelets en commun, on en a tous partout dans les placards, donc ça ne sert à rien de fabriquer des gobelets qui finalement... Et toi, Julien, comment tu le vois, le concert, le spectacle de demain? Qu'est-ce qui reste à faire? Plus durable, plus local, plus global? Où est-ce qu'on va? Non, il ne sera pas plus local, plus durable, il sera... Enfin, genre, les internationaux, quand ils vont tourner à l'international. Enfin, genre, il y aura toujours des stades, il y aura toujours des arénas, il y aura toujours des gros artistes. Voilà, ça ne veut pas dire que ces artistes-là et ces tournées-là n'ont pas des engagements et n'ont pas un regard sur la société qui nous entoure et la façon dont on vit dans cette société-là. Absolument pas, mais se dire, voilà, une petite parenthèse, mais si on regarde le Shift Project et on suit le Shift Project, et donc effectivement, Terre du Son disparaît puisqu'on doit être sur des économies et des environnements avec très peu de festivals, le Hellfest disparaît, tout disparaît. Pourquoi pas, mais je ne crois pas que la population et les gens, la population actuelle, dans des pays développés comme les nôtres, on soit prêt à ne plus vivre comme ça. Moi, je voudrais aussi, quand on parle de tout ce qui est environnement écologique, qu'on regarde aussi l'impact sociétal qu'a un festival comme Terre du Son sur la société. On ne peut pas vivre dans des sociétés aujourd'hui sans avoir des événements comme ça, sans aller en concert, sans aller au théâtre, sans aller voir de la musique classique, sans aller voir du sport, etc. Maintenant, effectivement, je crois que tous les organisateurs, producteurs ont pris des engagements à différents niveaux pour essayer de réduire un maximum l'empreinte carbone et d'autres choses. Nous, de notre côté aussi, on réfléchit sur les caterings qu'on propose à être moins 100% viande et proposer des choses un peu plus véganes. Il y a tout un tas de choses. Réduire aussi le nombre de smearmorks sur les tournées. Toutes ces choses-là. Après, c'est très difficile à travailler puisque le spectateur, le public, en attend toujours plus de moyens techniques, toujours plus de scénographie, des grosses choses. Mais non, moi je ne défends pas la décroissance dans mon univers, absolument pas. Très clair. On avait fait venir le Shift Project l'année dernière justement pour aborder ces questions-là et on n'avait pas trouvé de réponse. Hein. C'est effectivement. Si on doit résumer notre vie, aller travailler, rentrer chez soi, ok, pourquoi pas, on le fait. Faisons-le maintenant. Et si, voilà, c'est autre chose la vie. Et le festival a aussi ce rôle de moteur, d'exemple, de changement qui dépasse largement l'impact. Même l'année dernière, on avait discuté. Il y avait un groupe il y avait PNL qui était là l'année dernière, qui était je crois venu en avion, et on s'était dit mais même ça, l'impact sur le bilan carbone du festival, il est très faible parce qu'il y a beaucoup d'autres choses et on regarde pas toujours dans la direction où le festival est le plus vertueux, alors qu'aujourd'hui c'est très positif. Et si on regarde dans notre viseur, depuis tout temps en fait, la musique a toujours servi des causes. C'est très proche, il y a le sida, Solidaise existe toujours. Enfin, le but de Solidaise à la base, c'est de parler du sida, de récupérer des fonds pour le sida. Quand on parle de racisme, la musique a toujours été là pour défendre des causes justes et nobles dans notre société. Ça a toujours accompagné en fait la musique. Donc, il faut qu'il y ait des festivals, il faut qu'il y ait des salles de spectacle, il faut qu'il y ait du public, c'est important en fait. C'est important pour une société, pour le vivre ensemble. Alors justement, dans 20 ans, vraiment l'expérience live. Alors, hier, j'étais au concert de Chaka Ponk avant Terra Orelsan. Deux scénographies totalement différentes, mais c'est toujours un public face à l'artiste. Dans 20 ans, avec les différentes innovations technologiques, comment vous voyez à différentes étapes de la production, ça soit la création, l'expérience live, peut-être des changements justement dans le fait de réaliser un concert?
Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers une expérience. Tu sais qu'on sort vraiment dans des personnes qui viennent et puis on vient les voir parce qu'ils jouent bien, mais plutôt on va aller vivre quelque chose pendant 1h30, 2 heures. C'est-à-dire si tu regardes un concert de Kanye West, le mec est tout seul sur scène avec juste des écrans géants partout autour de lui, c'est biblique le truc quoi, tu vois. Et je veux dire, ça c'était il y a quelques années. Je veux dire, si on tire un peu dans le futur, je sais pas si vous avez vu cette salle qui a ouvert à Las Vegas, ça s'appelle la Sphère, qui est ouvert très récemment, qui a, je pense, un désastre écologique recouvert d'écrans à l'extérieur, ce qui ne sert à rien à part avoir de la gueule, quoi, tu vois. Mais où par contre, à l'intérieur, c'est 42 000 speakers placés de façon à pouvoir projeter des choses différentes en fonction de là où on est assis, trucs comme ça. Enfin, tu vois, je pense que le spectacle va se diriger vers vraiment une expérience où on va atteindre un niveau d'immersion qui va être complètement hallucinant. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Pour moi, le futur du live, c'est déjà une expérience live en soi, mais c'est justement une amplification de cette expérience par différents leviers. Les expériences qui vont plus être dans le live réel, mais les expériences immersives sur les metaverses, etc. Mais il y a aussi dans le live réel, si j'ose l'appeler ainsi, l'expérience d'écoute qui va, je pense, pouvoir changer. Il y a déjà des lives en 360. Donc c'est une expérience d'écoute qui est différente de simplement prendre le son de face. Et je pense qu'en effet, toutes ces nouvelles expériences, on voit déjà qu'il y a même du gaming qui s'intègre sur la scénographie de certains artistes. PNL l'avait fait notamment, Orelsan aussi. Là, on l'a fait avec différents artistes où on a invité le public à jouer en scannant un QR code. Et il y avait un espèce de petit Guitar Hero à jouer sur le téléphone sans avoir à télécharger d'application. Et en fait, on voit que les gens sont demandeurs de ça aussi parce qu'ils viennent pour écouter un concert, mais par exemple le temps d'attente avant ce concert peut être un peu long, donc il faut trouver aussi des moyens de rendre l'expérience un peu plus folle et fun, et ces nouvelles technologies, je pense qu'elles peuvent aider. Bah, si je transpose, pour répondre un peu à la question, j'avais mettre un événement qui s'appelle Chambord Live. Chambord Live, c'est pas un festival, c'est des concerts de variété internationale dans un lieu qui est Chambord, qui est unique au monde. Donc j'ai un peu la prétention de dire que Chambord Live, c'est des artistes exceptionnels dans un lieu exceptionnel pour vivre une expérience live unique au monde. Alors on a fait Sting en 2022, on va faire Imagine Dragons en septembre prochain, il y a 2 dates en France. Donc déjà sur le côté expérience, en fait je rebondis sur le côté expérience, quand on appelle l'agent d'Imagine Dragons, qui est plutôt un groupe mondial, qui est aujourd'hui dans le top 10 des plus gros groupes, là actuel en termes de stream, etc. Quand on lui dit en France, t'as la Défense Arena et t'as Chambord, il dit oui, la Défense Arena, et Chambord, c'est I Love Chambord, I Love Chambord. Parce que lui, un groupe qui est assez récent, Imagine Dragons 2009, des Américains, amener un groupe comme ça très récent à Chambord, pour lui, ça ouvre les portes de plein de choses sur la couverture médiatique du groupe sur le monde. Et on n'est pas en train de travailler là tout de suite, mais on a des idées, des ambitions, c'est de se dire le concert live qu'on va faire à Chambord, c'est le concert live, c'est l'économie du réel, les gens seront devant la scène pour voir Imagine Dragons. Mais qu'est-ce qu'on peut amener de plus et de supplémentaire pour avoir une expérience différente? Donc voilà, moi mes idées, c'est d'emmener le groupe dans le Chambord, dans le château, pour faire un live acoustique l'après-midi. C'est d'avoir des prises de vue de backstage, de différentes vues de la scène, etc. Et ces images-là, c'est pas faire un concert en capte et on le met sur le méta. Moi je trouve que ça n'a aucun sens. Le faire avec un casque de télé de réalité virtuelle, j'ai fait expérience Room, ça n'a aucun sens pour moi. C'est pas ce que je veux défendre. Mais qu'on amène un contenu différent pour les 30 000 visites publiques en fait, qui ont vu Imagine Dragons et qui vont vouloir voir un truc supplémentaire le lendemain ou plus tard, ou emmener cette expérience-là en Amérique du Sud, par exemple, pour plein de gens qui ne peuvent pas venir à Chambord parce qu'on n'a que 30 000 billets à vendre. Ce n'est pas le concert de 90 minutes capté et rediffusé sur une plateforme quelconque, c'est juste 20-25 minutes d'Imagine Dragons à Chambord d'une façon très différente. Juste par rapport à ce qui était dit effectivement juste avant, en termes d'expérience, je pense qu'en tout cas dans les prochaines années, on verra ce que ça donnera après, mais le modèle tel qu'il est actuellement ne pourra pas tenir, puisqu'on est sur un modèle où c'est de la diffusion et j'écoute, et la diffusion fait une progression de coûts qui est phénoménale, c'est-à-dire que les artistes coûtent de plus en plus cher à programmer. Ça veut dire que tu parlais tout à l'heure de dire avant c'était par exemple d'avoir l'exclu, etc., etc. Pour nous, on ne sait pas de se battre, c'est de ne pas poursuivre éternellement, mais c'est de dire non, maintenant il faut que les gens viennent, non pas parce qu'on a l'exclu d'un artiste, non pas parce que, voilà, mais parce qu'il y a une expérience, et là-dedans, vous en parliez tout à l'heure, pour nous c'est vraiment la notion d'interaction. Donc il faut inventer des choses. Je trouve qu'il faut qu'on passe un bon moment, mais auquel on participe. Alors, il y a les nouvelles technologies, il y a des temps comme ici, il y a des ateliers, il y a des débats, il y a toute la sensibilisation qu'on disait. Mais parce qu'on est tous hyper consommateurs, moi le premier, hein, on est hyper consommateurs dans notre vie.
Donc je pense que c'est pertinent que la culture, justement, amène toujours pousse un peu sur d'autres choses. On est consommateur quand on dépose les enfants à l'école, quand on va à tout. Et donc de dire là, on est 3 jours, et là on va faire ensemble, faire des choses. Pourquoi? Voilà, c'est tous ces aspects-là que je trouve pertinents dans ce qui pourrait être amené à se développer. Alors, si on met un petit peu de côté l'expérience live, si on est toujours dans 20 ans, à votre avis, de quelle manière écouterons-nous la musique? Parce qu'il y a des différentes manières, le streaming, avant c'était des supports physiques, et dans 20 ans. Tu parlais de Vroom tout à l'heure, peut-être expliquer ce que c'est Vroom. Vroom, c'est une plateforme de... Non, je ne saurais même pas l'expliquer, en fait, ça m'intéresse pas, Vroom. Je peux aussi. C'est inintéressant, Vroom. C'était le piège, pardon. J'ai fait l'expérience, mais voilà, il y a Jean-Michel Jarre qui est très pointu dans les nouvelles technologies, il est partenaire. C'est une plateforme un peu méta, je crois, en fait, où on va avoir du concert en virtuel. Donc, en fait, t'es comme un con avec son casque et avoir deux autres cons qui ont leur casque dans un truc virtuel, ça n'a aucun sens pour moi. Oui, non, mais c'est pas pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça ne remplacera pas le live. Enfin, je veux dire, ça ne remplacera pas la création artistique. Ça sera des supports, en fait. Mais moi, je le vulgarise un petit peu. Quand j'étais plus jeune, j'achetais beaucoup de DVD de live. Il y avait les DVD. Plein de gens qui ne savent plus ce que c'est que les DVD, mais il y avait le DVD, il y avait le concert là, il y avait tous les bonus en fait. Mais comme le CD, il y avait les bonus tracks en fait qu'on écoutait à la fin. C'était le truc supplémentaire où on achetait ça parce qu'on voyait des choses qu'on ne voyait pas juste sur le live, quoi. Donc voilà, ça sera des choses supplémentaires, différentes, un peu plus, mais ça ne remplacera pas le live. Le live, enfin, on faisait le parallèle de Woodstock. On est encore là, enfin le live est encore là, je dis pas on parce que j'y étais pas à l'époque, mais le live est encore là. Et voilà, puis moi je sors le drapeau et je défends l'économie du live, quoi. Et après, je fais un... Franck, en fait, il a tendu une grande perche. Il l'a dit sans le dire, en fait. Le sujet, c'est l'économie, en fait. C'est la partie financière de tout ça. C'est comment on fait pour réaliser sur l'artiste coûte de plus en plus cher en live, les cachets sont de plus en plus chers. En France, mais ailleurs d'ailleurs, il faut savoir que pour l'international, le marché français pour un inter, c'est le plus petit marché, en fait. Ils prennent des cachets beaucoup plus... énorme en fait en Angleterre, en Allemagne et d'autres pays. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais la première raison c'est qu'on ne fait pas de pub sur le tabac et l'alcool en France, ce qui est possible et existe dans d'autres pays. Donc il y a beaucoup plus de sponsoring sur les gros festivals dans d'autres pays qui permettent en fait de faire des offres financières parfois 2 fois supérieures à la France. Alors sans parler de montant aujourd'hui, mais juste pour qu'on sache de quoi on parle, mais sur des gros artistes internationaux, aujourd'hui les agents en dessous d'1,5 million d'euros, l'agent ne regarde pas l'offre en fait. On en est rendu à cette catégorie-là et c'est des artistes qui prenaient 800 000 il y a quelques années. C'est monté crescendo. Alors comment on fait maintenant avec tout ça? Et les Français suivent en fait, ce qui est logique, parce qu'on ne peut pas leur tirer dessus. Il est tout à fait logique que les artistes français aussi aient besoin et envie et l'ambition de gagner de mieux en mieux leur vie sur les festivals. Comment on fait? C'est difficile comment on fait. Il y a un établissement qui s'est créé en 2020 qui s'appelle le Centre national de la musique, qui collecte une taxe, la taxe fiscale. Là, aujourd'hui, tous les festivaliers ils ont payé un billet. Il y a 3,5% qui est reversé à cet établissement-là et qui permet de financer la filière et qui finance aussi la création, qui finance plein de choses. Ben, je crois que c'est ça en fait. Si on doit faire un parallèle, le cinéma a fait sa reconversion il y a plusieurs années. On a un cinéma qui est très fort en France et à l'international. Il faut que le Centre national de la musique puisse devenir un établissement fort et qu'il puisse continuer à aider des événements comme Terre du Son associatif pour contribuer encore à la création. Parce qu'on parlait des gros artistes tout à l'heure, Orelsan, etc. Mais derrière, il y a plein d'artistes, c'est leur première tournée de festival et le public le découvre dans ces lieux-là. En fait. C'est comme ça qu'on accroche un artiste de variété ou de musique actuelle. Il accroche avec les festivals, tous les festivals qu'il va faire tout l'été. Si les gros artistes, ils en font 20 ou 30, un petit artiste en développement, lui, il va s'en taper 60 en fait pour arriver à gagner un peu sa vie et exister. Donc voilà, Centre national de la musique, il faut que ce soit un établissement qui soit financé et qui permette d'aider la création, les jeunes artistes, etc. L'économie, enfin l'équilibre dans 20 ans doit passer par là. Et je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais par rapport aux expériences digitales. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que ça remplacera jamais le live, mais en fait,
nous, des expériences que l'on a pu faire, ça vient justement servir de complément, comme tu le disais, et ça sert aussi l'aspect économique. Parce que finalement, ça permet à des personnes qui n'ont pas l'occasion, ça marche beaucoup sur les gros artistes évidemment, d'aller sur tel concert parce qu'il n'y a plus de place. Tu crées une expérience immersive en parallèle qui n'est pas similaire, juste un live stream, il faut qu'il y ait quelque chose en plus dans laquelle, sans aller jusqu'au casque pour être vraiment dans un truc en immersion qui honnêtement donne la gerbe, et il n'y a rien de valable aujourd'hui parce que les technologies, je pense, ne sont pas assez abouties. Je pense qu'on voit que ça se développe de plus en plus, et même finalement, c'est d'autres niveaux d'économie, mais il y a un intérêt sur plein de petits artistes. On le voit sur TuneCore, où c'est beaucoup d'artistes un peu DIY. Ils ont vraiment cette volonté de proposer des concerts sur des plateformes type Roblox, qui sont finalement des jeux vidéo dans lesquels tu peux donner des petites sessions de concerts un peu gamifiées, mais c'est du digital. Et en fait, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que ça ne remplacera jamais le live, parce que même en termes d'émotion, tu as une distance qui est créée via le fait que ta connexion, tu es devant ton ordi, tu n'es pas devant l'artiste, tu ne ressens pas l'atmosphère, donc c'est totalement différent. Mais je pense que sur le plan économique, ça peut servir parce que ça peut aussi ouvrir à un certain public qui ne peut pas être sur les lieux au moment T, quoi. Et toi, Jérémy, qui est allé très loin dans la création assistée par la technologie, Ouais. Sur cette partie live, on parlera du streaming après, sur l'avenir de l'écoute, j'allais dire à la maison ou dans les transports. Comment toi tu te projettes? Ça serait quoi le concert de demain pour présenter ta musique? Je pense que vraiment, comme ce que je disais en fait tout à l'heure, pour moi il y a vraiment un truc, mettons que je peux monter le show que je veux, j'ai un budget illimité. Je pense que le but, ça va être le plus possible de créer vraiment une expérience la plus impactante possible pour les gens qui sont venus. Me dire que les gars, je suis comme dans un monde parfait, on est complètement utopique, il y a un avant, un après, il s'est passé un truc, ça a déclenché quelque chose chez eux. Essayer d'amener vraiment ce truc où tu amènes une émotion tellement forte qu'elle peut vraiment bouleverser les personnes en face. Je pense qu'il y aurait ça d'un côté pour vraiment l'aspect live réel. Et par contre, on parlait de la VR et des choses comme ça. Je m'imagine assez facilement un dimanche soir dans mon canapé me mater un live en VR, mais tu sais, ça remplacerait pas une sensation d'un vrai concert en fait, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui serait cool, qui pourrait exister, mais qui pour moi existerait comme tu as dit en fait, qui existerait vraiment en parallèle du live, vrai live, avec la pression, le t-shirt qui vibre un peu, les 200 mecs autour, quoi, tu vois. Non mais on est d'accord, mon propos n'est pas de dire que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, le live restera le live et que ça sera des expériences différentes et supplémentaires, mais on ne remplacera jamais le live. Il y aura toujours des stades, il y aura toujours des arénas, il y aura toujours des shows monstrueux, et il y aura toujours des gros festivals. Voilà, si on parle du Hellfest, sur les gros festivals, le Hellfest a de très belles années à vivre encore. Enfin, je veux dire, il ne va pas disparaître parce que le digital va remplacer le Hellfest. Mais pour le coup, en 2019, en plein Covid, ils avaient fait un Hellfest from home et ils ont enregistré des chiffres qu'ils n'espéraient même pas parce que, voilà, c'était pas en complément, mais ça venait remplacer l'événement qui avait été annulé. On connaît la même communauté métal qui est ultra engagée et du coup, ça les a distraits plus que ça a remplacé le festival. Un outil de promo, enfin un outil de communication aussi et d'engagement de la communauté, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'engagement de cette communauté. C'est pour ça que vous allez chercher ces outils. Quand on parle de communauté, on peut penser au streaming. Donc à côté, on a cette offre de streaming des plateformes connues, Spotify, Deezer, Apple. Vous, chez Believe, vous essayez de promouvoir les artistes, de pousser les artistes pour qu'ils soient visibles sur ces plateformes. C'est quoi les conseils qu'on donne aujourd'hui à un artiste qui veut se développer sur ces plateformes et surtout prévoir le coup d'après? Parce que on en a discuté tout l'après-midi, on se disait il y a 20 ans on pensait que le CD serait irremplaçable, que ce serait le truc le plus abouti pour écouter de la musique, et puis on voit aujourd'hui qu'il y a le streaming, donc on peut se poser la même question sur le streaming. Aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus abouti. C'est quoi le coup d'après? En termes de consommation, c'est aujourd'hui ce qui est le plus étendu, si j'ose dire. Et pour moi, je trouve que c'est dommage justement que l'artiste n'ait plus à se focus seulement sur sa musique et quelques à côté. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il doit être acteur de plein de choses. Donc, si je devais donner un conseil à un artiste, c'est d'essayer d'exister sur l'écosystème qu'on lui propose aujourd'hui, sans se dénaturer. Il faut qu'il reste authentique à ce qu'il fait, à la musique qu'il va vouloir donner, à son message. Parce que par exemple, et ça c'est quelque chose que je déconseille totalement, il y en a plein qui disent « Ah mais TikTok ça permet d'être dans la viralité ». Et pour moi aujourd'hui, il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a la viralité vs le culturel. Et les artistes qui sont plus dans la viralité, justement, ils vont vouloir répondre à tous ces codes TikTok, etc. Mais moi, c'est quelque chose que je déconseille parce que tu peux apparaître sur cette plateforme-là
sans faire quelque chose qui te ressemble pas. Donc si t'es pas quelqu'un qui va parler face caméra, salut l'équipe, j'ai lancé mon nouveau son, il y a une danse, et ben ne le fais surtout pas, parce que c'est pas ce que ton public attend non plus. Il faut rester fidèle à soi-même, et essayer justement de créer du contenu, parce que hélas les plateformes de streaming aussi ne tendent plus à être de simples plateformes de streaming, mais on voit avec Spotify ça devient un vrai réseau social, et moi je suis pas forcément fan de ça, dans le sens où l'artiste justement doit encore créer plus de contenu. On voit avec les Spotify Wrap par exemple en fin d'année, tout le monde partage ses contenus sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant des playlists partagées aussi. Les artistes peuvent faire des stories maintenant aussi sur Spotify. Donc il y a plein de choses, et ce que je trouve bien par contre, c'est qu'on est tellement aujourd'hui dans une politique des chiffres, et il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que tout ça un peu se rationalise et qu'on retourne sur des choses qui soient plus réelles finalement. Donc je pense que le streaming, pardon, pour revenir à ta question, va continuer. Il va se rationaliser parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dégager, en tout cas je l'espère. Les plateformes deviennent de plus en plus des réseaux sociaux finalement. Et après, il faut justement se diriger vers la plateforme qui nous correspond le plus. Si tu veux que tes écoutes rémunèrent le plus l'artiste, va vers un Tidal qui va peut-être te coûter un peu plus cher en abonnement, mais qui rémunère mieux l'artiste. Si tu veux un nouveau réseau social sur lequel tu as un catalogue ultra large, tu vas sur Spotify. Donc ça, c'est pour l'utilisateur que je dis ça. Mais je pense que l'utilisateur aussi a sa part de responsabilité dans tout ça. Et après, le streaming va continuer à vivre, et en parallèle, on voit avec toute l'apparition du Web3 qu'il y a une nouvelle création de valeur de la musique. Parce qu'aujourd'hui, on voit comme Audius, qui est très électro, je crois que ça a été créé justement par Carl Cox. C'est une nouvelle plateforme de streaming Web3, donc plutôt que de payer un abonnement, on va avoir un nombre de coins qui va nous permettre d'écouter autant de musique ou d'acheter telle musique pour l'écouter. Ça a une rémunération directe pour l'artiste. La plateforme va prendre un cut qui est vraiment minime. Donc ça, c'est un fonctionnement. Après, il y a d'autres plateformes Web3 qui vont proposer du vinyle digital qui va être comptabilisé aussi dans les charts. Il y a des plateformes comme Pianity qui vont proposer des musiques sous forme de numéros de série, donc comme une lithographie finalement, une série de 1 à 100, 1 à 1000 ou unique, ce qui permet justement derrière toutes ces séries de greffer ce qu'on appelle des rewards, donc un coup de fil avec l'artiste. Là, il y a un artiste qui s'appelle PLK qui a invité les fans à acheter une image qui leur donnait un droit de regard sur la création du projet, et également un droit sur les royautés qu'allait générer le projet. Et en fait, je pense qu'on a le streaming qui est de la consommation un peu passive, et les logiques de Web3 impliquent un peu plus les fans, participent à une meilleure rémunération des artistes dans certains cas, et amplifie justement cette relation fan un peu plus directe. Donc pour moi, il y a eu et tout va finalement vivre en parallèle et en commun, parce que on a vu le basculement vers le streaming, il a pris quand même un certain nombre d'années, et aujourd'hui on est sur des technos qui sont quand même aujourd'hui complexes, qui parlent pas à tout le monde, et ça reste une niche, le Web3. Donc je pense que on va tendre là-dessus un peu plus. Il y a même dans le live, il y a des organismes de ticketing pour éviter les événements un peu fâcheux comme il y a eu au Stade de France lors de la finale de Ligue des Champions, avoir des tickets qui soient ancrés dans une blockchain, donc qui permettent beaucoup plus de sécurité, etc. Donc le Web3 va s'appliquer selon moi à différents cas d'usage dans la musique, du live à la communication. Donc ça va être en complément du streaming, tout ça. Donc il y a de vraies innovations qui arrivent, qui sont dans les cartons et qui vont encore enrichir notre expérience d'écoute, et grâce au digital. C'est ça, puis l'intelligence artificielle, on est en plein dedans. Vous allez sur Spotify aujourd'hui, il y a des recommandations qui sont en fait générées par un algorithme IA qui va voir ce que vous écoutez, ce qui peut potentiellement vous intéresser par rapport à ce que vous avez écouté, tout ce genre de choses-là. Encore une fois, il faut que ce soit des outils qui soient bien contrôlés. Aujourd'hui, c'est plein de tests qui sont faits parce que légalement, c'est pas vraiment bien cadré. Donc beaucoup d'acteurs de la musique sont frileux à y aller. Et dans la musique, finalement, l'intelligence artificielle peut servir d'outil de création pour les artistes. Et c'est un outil aussi qui peut aider à la création de contenu, comme je le disais tout à l'heure. On voit, il y a plein de vidéos sur Instagram, il y a des mecs qui se prennent en photo et après, ça fait plein de paysages avec eux. Ça, par exemple, ça peut faire l'objet d'un Canva sur Spotify. Et ça aide à la création artistique, mais aussi à la création de contenu promotionnel. Il y a aussi le gaming, il y a beaucoup de synergies à créer entre le Web3, l'IA, le gaming et la musique, selon moi. Vertigineux.
Jérémy, ça t'inspire, toi qui composes avec l'IA, de créer le contenu, peut-être demain le live avec une IA, avec un personnage à côté de toi Alors, c'est vrai qu'il y a eu, que je trouve le rôle de l'IA, notamment genre là ces 2 dernières années, moi perso, ça m'a vraiment bien arrangé. Tu sais, parce que comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui un artiste, il est aussi un peu réalisateur, un peu community manager, un peu vidéaste, un peu tout ce que tu veux, tu vois. Et le fait de pouvoir utiliser l'IA, fait que par exemple, créer ta pochette, maintenant ça te prend 15 minutes, bloc, tu vois, et puis t'as pas 1500 € à sortir pour aller payer un mec derrière. Si t'as une modif à faire, tu l'as fait toi-même. C'est pareil pour ce qui va être rédaction de texte, éventuellement même pour faire des plannings de poste, des choses comme ça, tu peux aller utiliser l'IA et tu peux t'en servir. Tu vois, et donc il y a eu, je trouve que le rôle de l'IA finalement a quelque part enlevé un petit peu du poids de notre dos. Quoi, tu as permis de conserver un peu toutes ces choses qu'on nous demande d'être, mais que ce soit moins chronophage que ça pouvait l'être avant, quoi, tu vois. Et j'ai bon espoir que ça continue finalement de cette voie-là où l'IA est encore en train de servir le projet et pas de le desservir. Julien, Franck, envie de réagir, ça vous paraît... c'est des choses que vous avez envie d'explorer, pas trop, c'est trop Ah tôt. non, moi, de toute façon, explorer, c'est toujours pertinent, donc il n'y a pas de souci. Après, moi, ce qui m'importe, tu vois, je vais prendre par exemple juste ton dernier exemple, c'est ça permet de faire la pochette, ça permet de faire, mais est-ce que du coup, c'est pas un tout, le projet ? Et donc, par exemple, rédiger ce qu'on est en train de proposer aux spectateurs et tout, ça, je vais exprès à l'extrême. Ça doit pas venir aussi un peu de soi. Donc pour moi, il y a quelques limites. Alors la limite extrême, c'est qu'un jour, il n'y ait plus d'artistes, plus de création, et que du coup, on regarde un truc, un avatar, enfin tout ça, voilà, un hologramme, et qu'il n'y ait rien derrière. Bon, bah là, on va à l'extrême, mais... Je pense On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir lutter quand même parce que c'était assez bluffant. Il y a un risque. On a eu une démo tout à l'heure, c'était assez bluffant. Mais voilà, je pense qu'après il faut que ça reste quand même l'ensemble. C'est un travail artistique qu'on va proposer à des gens et faire avec. Et l'idée par contre de faire avec et tout, je trouve ça vachement bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette vitre. Ouais, il faut quand même pas perdre de vue qu'en général l'artiste va surtout agir en curateur aussi vis-à-vis de tout ça. C'est pas je vais dire à l'IA fais-moi ça. C'est dire propose-moi des trucs, je vois comment on peut modifier, tu sais, et c'est juste on va dire on saute l'étape du savoir-faire, ce qui est un peu bâtard, tu vois, mais qui me permet on va dire bah moi finalement de faire quelque chose qui va être à 99% ce que j'avais en tête. Finalement on se rappelle à quelqu'un d'extérieur, je suis pas sûr d'avoir un résultat qui soit aussi proche que ce que je peux avoir moi comme ça aussi quoi. Oui, ça pour le coup c'est effectivement très intéressant je trouve. Ouais, juste tu me demandes si je réponds, mais moi sur mon métier l'intelligence artificielle c'est pas forcément c'est un truc que je regarde, mais c'est pas un truc que je suis plus que ça. Je crois beaucoup aussi à l'intelligence humaine et que l'artiste, il a des choses à défendre, des trucs à dire, quoi. Donc ça sera du support, mais l'artiste, il aura besoin aussi, lui, de faire son propre art et pas d'aller chercher des ressources extérieures pour le faire à sa place. Merci beaucoup. En conclusion, on a une dernière petite question. C'est chacun d'entre vous. C'est quoi l'expérience d'écoute musicale de 2043 ? Est-ce que c'est un concert idéal, à quoi il ressemble ? Est-ce que c'est un mode d'écoute ? Est-ce que c'est une puce et j'écoute de la musique rien qu'en y pensant ? Une création, une expérience, c'est quoi ? Ça serait quoi votre rêve ? Alors, je ne sais pas quel rêve ce serait. Je sais qu'en tout cas, tout ce qui peut être développé en termes de nouvelles technologies, donc tu parlais de puces, etc., pour moi, ce ne sont que des outils. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à garder... Profitons des nouveaux outils, et expérimentons ce qui va être des réussites, moins bien, etc. Mais c'est important de rester on écoute quelque chose qui a été créé par un artiste. Et après, bah, génial, si on parlait tout à l'heure du son, de spatialisation, je peux prendre le cas de notre salle de musique actuelle de Temps Machine, on a spatialisé le son, tu veux une expérience d'une autre manière, selon où tu te places, etc. Profitons-en. Tout en gardant le fait qu'on participe, on écoute, on se fait plaisir par rapport à une œuvre qu'un artiste a créée. Je pense aussi qu'il va y avoir, comment dire, tout va pouvoir exister en fait. Moi j'ai parlé tout à l'heure d'expérience, machin, tout ça, et c'est pas parce que ça existe d'un côté que une personne au milieu d'un amphithéâtre avec une guitare, ça aura pas moins de valeur à ce moment-là non plus. Je pense que tout va pouvoir coexister en fait. Il va juste y avoir de nouvelles possibilités. 100% d'accord et comme je disais, je pense que ça sera des expériences amplifiées selon les envies de l'artiste finalement, de pouvoir choisir la musique suivante ou la dernière musique, ce genre de choses-là, avec peut-être des expériences scéniques évolutives. L'avenir nous le dira, mais de belles choses en tout cas et le live persistera, c'est certain. Parce qu'on te dit, hein, le live, vive le live, quoi. Il n'y a qu'une chose, le live.
Merci infiniment, messieurs. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette conférence. C'était la dernière du programme. On a dans 1 heure un mix ici, plein de musique sur la prairie, la scène village qui va démarrer dans 5 minutes. Voilà, merci à tous pour votre attention et excellente soirée.